tu envisages d'investir dans l'immobilier pour l'année 2023 et surtout pour le premier trimestre, avant de faire ça et de faire cette erreur, je t'invite à regarder la vidéo. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Et salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui t'est dédiée, c'est la chaîne liée à l'ambition. Je me présente, ton humble serviteur, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également marchand de biens et formateur et investisseur à mes heures perdues dans le cadre de l'immobilier. Et cette chaîne, elle a un but simple, c'est donner des conseils, donner des astuces qui vont te permettre de pouvoir te lancer à l'action. Avant de démarrer les hostilités et parler de la vidéo et de ce qu'il y a concrètement dedans, je vais te dire quelques petites choses. La première, c'est déjà une bonne année à toi ainsi qu'à toute ta famille. La deuxième, c'est des nouvelles résolutions, pour moi comme pour toi. Donc je vais t'inviter à t'abonner, mais uniquement sous quelques raisons. La première, c'est que tu envisages réellement de passer à l'action. Car oui, c'est important de te rendre compte que ça fait sûrement un certain temps que tu es sur YouTube et que tu écumes les vidéos, que tu as un tas de connaissances, mais que tu ne passes pas à l'action. Et honnêtement, ça ne sert à rien et je ne veux pas que cette chaîne fasse partie de ces chaînes qui ne servent à rien du tout. Donc c'est pour ça que je change un peu de discours et je t'invite à t'abonner uniquement que sous cette raison-là si tu envisages de passer à l'action. En deuxième chose, plutôt en deuxième point, ce serait que mes conseils puissent te servir. Et pour ça, c'est simple. Tu as deux manières de le vérifier. La première, c'est d'en parler auprès de toi. Et la deuxième, c'est de passer à l'action. Donc, si tu remplis ces deux cases-là, mon ambitieux, bienvenue sur cette chaîne et abonne-toi sans plus tarder. Sinon, écoute, ça sert à rien. T'abonnes pas et puis continue à faire du voyeurisme. Bon, j'espère qu'on a quand même gardé un peu de monde sur cette vidéo. Et si c'est le cas, écoute, on va pouvoir démarrer donc du coup sur le contenu de la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier, mais surtout plus particulièrement de financement immobilier. Parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée et qui va démarrer bientôt. Et clairement, cette nouvelle, elle a un impact énorme dans le cadre de l'investissement immobilier. Et c'est pour ça que je te demanderai vraiment de retarder tes investissements si toutefois tu envisageais d'investir pour le premier trimestre 2023. Alors pourquoi il faut attendre? Tout simplement parce que la Banque de France change son mode de calcul sur le taux d'usure. Qu'est-ce que c'est le taux d'usure pour les initiés? En fait, le taux d'usure, c'est une moyenne de tous les taux qui sont pratiqués en France de manière à ce que le consommateur ne puisse pas dépasser ce taux-là. C'est un taux d'usure, d'accord? Donc les taux peuvent être par exemple à 3%. Et donc, tous les coûts qui sont réunis dans ton projet ne doivent pas dépasser 3%. Et si ils sont amenés à dépasser 3%, c'est très simple, tu ne peux pas faire financer ton projet. En tout cas, la banque ne peut pas te faire financer ton projet. L'objectif de ce taux d'usure, il est de protéger le consommateur. Il est de lui permettre d'avoir des conditions tarifaires qui vont être raisonnables et surtout qui vont lui permettre de pouvoir acheter dans de bonnes conditions. C'est ça, à la base, le principe du taux d'usure. Et d'une certaine manière aussi de caper, donc du coup de bloquer les montées des taux de manière excessive aussi. Comme tout, ça a ses inconvénients. Alors lorsque les taux sont hyper bas, tout se passe super bien. D'accord? Tout le monde peut acheter, à partir du moment que tu rentres dans les conditions d'éligibilité de la banque, mais sinon, il n'y a aucun problème. Le problème se pose à partir du moment où il y a une remontée fulgurante des taux. Ce qui se passe actuellement avec la conjoncture actuelle dans son ensemble, que ce soit de manière mondiale ou que ce soit uniquement juste européenne. Parce qu'effectivement, ce qui peut se passer au Mozambique peut avoir un impact même minime sur l'augmentation des taux en France. Et donc, lorsque les taux vont augmenter de manière exponentielle comme ça se passe actuellement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on arrive très rapidement au taux d'usure. Donc, lorsqu'on arrive très rapidement au taux d'usure, le banquier ne peut plus prêter de l'argent parce qu'en fait, il rentre à ce moment-là en défaillance. Et la Banque de France, le gendarme économique français, il arrive et il dit « Attention, je vais te taper sur les doigts parce que tu dépasses le taux d'usure. » Et là, pour les initiés, plus d'une personne vont me dire « Écoute, c'est top, dans ce cas-là, la banque, elle a juste à ne pas augmenter ses taux. » Le problème, c'est quoi? C'est que la banque elle-même va récupérer va emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Et elle emprunte de l'argent à un certain taux. Et elle n'est pas forcément capée sur les taux d'usure, voire même pas du tout. Donc, elle doit réimpacter ce taux-là qu'elle perçoit sur le client. Ça, c'est la version officielle. D'accord? Et le problème, c'est que, arrivé à un moment, dès qu'elle se dit, je ne vais pas gagner d'argent, je vais même en perdre,
et le but de mon investissement, c'est de gagner de l'argent, je préfère ne pas prêter. Et basta. Donc, on se retrouve dans une situation, depuis maintenant 2021, voire 2022, où il y a plusieurs acteurs comme les courtiers, comme les banquiers qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme et qui disent « Attention, on ne peut plus prêter aux contribuables, on ne peut plus prêter au panier moyen, au petit panier plutôt. On commence à partir sur une dérive où il n'y a uniquement que les gros porte-monnaies, les gros paniers qui peuvent emprunter. Et là, on va rentrer dans une inégalité qui va être de plus en plus grande. Et elle, la Banque de France, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah écoute, moi, selon mes stats, tout se passe bien. Donc du coup, je ne change pas ma manière de fonctionner. Et on se retrouve dans une situation où il y a un tas de dossiers qui ne peuvent pas passer, non pas à cause de l'endettement, non pas à cause de la situation des clients, non pas à cause de l'apport, non pas à cause d'autres choses, mais ni de l'assurance, ni quoi que ce soit d'autre, mais uniquement à cause du taux d'usure. Et ça bloque depuis l'année 2022, plutôt même 2021. Et la Banque de France a enfin réagi. Donc, en tant que courtier, on est amené à avoir des notes de service, on va appeler ça comme ça. Et ça a été le cas dans le cadre de la Banque de France qui nous a donc envoyé une note de service nous disant qu'il allait y avoir un changement sur le calcul du taux d'usure. Et ce qui allait donc être à notre avantage, j'espère. Et ça, je te dis dans quelques instants. Juste avant de te parler donc du coup de cette note de service, il y a aussi d'autres éléments qui sont importants. C'est que pour pouvoir faire baisser le taux d'usure, donc du coup le coût de manière en pourcentage, calculé en pourcentage, d'accord, parce qu'on parle de taux, eh ben, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est d'injecter un apport assez important sur le projet, et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Avoir une grosse surface financière, et ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tout le monde ne peut pas le faire forcément. Éviter les petits projets, parce que qui dit petit projet dit taux d'usure très rapidement atteint. C'est un peu comme si tu mettais une goutte de sirop sur une cuillère où il y a une goutte d'eau. Très rapidement, le sirop va prendre le dessus sur la goutte d'eau. Mais si tu reprends cette même goutte de sirop et tu la mets dans une bouteille d'1 litre, et bien là, tu ne le sentiras pratiquement pas du tout. Et on est sur le même principe avec le taux d'usure. Et c'est ça les leviers qu'on avait actuellement pour pouvoir faire face et du coup, faire en sorte qu'il y ait encore des dossiers qui passent. D'accord? Parce que sinon, après, qu'est-ce qui se passait? Les derniers recours, c'était ne pas mettre de frais. Donc, c'est-à-dire que concrètement, le courtier ne travaillerait pas du tout de manière rémunérée, donc il travaillerait gratuitement, ce qui n'est pas possible. Ne pas mettre de frais, ne pas mettre d'assurance, ce qui est très dangereux pour le client également, et que la banque baisse son taux. Donc la banque et les banques faisaient des efforts. C'était aussi une manière de pouvoir imposer aux banquiers de faire un effort au niveau du taux, mais ça ne suffit pas parce qu'arrive un moment, le banquier se dit en fait, là je mets les caisses dehors, je mets la caisse à billets dehors, j'ai plus d'intérêt de prêter de l'argent, je préfère même arrêter de prêter de l'argent plutôt que de continuer à prêter de l'argent de manière négative pour moi. D'accord? Et ne pas gagner de PNB, donc c'est de produits nets bancaires. Ou sinon, demander beaucoup de contrepartie à mon client. Je ne sais pas si tu as déjà eu une situation comme celle-ci, si tu l'as vécu, c'est que maintenant le banquier, en plus de tes salaires, te demande d'ouvrir certains types de produits, t'impose pratiquement de consommer tel ou tel produit ou tel type de carte de manière à pouvoir être rentable derrière. Et ça, en fait, ce n'est pas possible. Ni pour le banquier, parce que c'est de la vente forcée ou presque forcée, et le banquier n'est pas forcément à l'aise avec ça, et ni pour le client, parce que le client à la base, lui, il vient pour contracter un prêt immobilier dans le cadre d'une résidence principale ou d'un investissement locatif, et il n'a pas prévu de changer de carte forcément. Et qu'est-ce que ça engendre ça derrière? Parce que ça engendre quelque chose d'autre derrière, quelque chose auquel je pense que les financiers de la Banque de France n'y ont pas pensé, ou sinon on n'avait tout simplement rien à faire. C'est que les personnes qui souhaitent acheter, ce n'est pas que de l'investissement immobilier, des fois c'est de la résidence principale également. Donc ça signifie quoi? Ils ont quand même un besoin d'avoir un toit, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant que locataire. S'ils n'arrivent pas à l'avoir en tant que propriétaire, sur quoi ils vont basculer? Sur la partie locataire. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? S'il y a plus de locataires sur le marché, eh ben, les bailleurs, qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire? D'augmenter tout simplement les loyers parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et c'est dans une situation comme celle-ci où on est amené à se retrouver, où on était amené à se retrouver, où on se retrouve encore de plus en plus parce qu'il commence à y avoir une inégalité sur la demande et sur l'offre.
Et la démarche de la Banque de France, de manière à ce que tu puisses vraiment comprendre la situation dans son ensemble, était de se dire, si le taux d'usure ne bouge pas, si les banques ne peuvent plus prêter, il y aura donc plus de biens et moins d'acheteurs. Et donc du coup, les vendeurs vont forcément baisser leurs biens. Et le problème, c'est que non, ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur et madame de la Banque de France. Parce qu'une personne qui a acheté il y a 2 ans, il y a 3 ans ou il y a 5 ans à un certain prix, veut au minimum pouvoir percevoir ce prix-là. Ça, je dis bien sûr au minimum. Sauf que les 5 dernières années, surtout l'année 2018 et l'année 2020, si je ne me trompe pas, ont été des années totalement folles, surtout pour l'année 2020, où on a battu des records de transactions, avec aussi une augmentation de la valeur immobilière. Donc lorsque le vendeur sait qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, son voisin a vendu 30% ou 20% de plus, alors que à ses yeux, sa maison est plus belle que la sienne, il est hors de question pour lui de partir sur une baisse de prix. Il va juste attendre le bon acheteur au bon profil pour pouvoir acheter. Donc cette baisse que les organes économiques et étatiques rêvent, ne se fait pas, en tout cas ne se fait toujours pas, parce que l'immobilier, c'est de l'immobilier. C'est une particularité ou plutôt un style, un univers assez spécial pour la simple et bonne raison que c'est de la spéculation et les gens pensent toujours que ça va aller mieux demain. Donc le vendeur attend, l'acheteur lui, il est en galère concrètement, il ne peut pas acheter donc du coup il doit partir sous la location. On est en face de bailleurs qui ont donc du coup ce pouvoir qui est encore plus important, donc tant mieux pour les bailleurs, tant mieux à nous les investisseurs qui avons fait le choix d'investir auparavant, plutôt. Néanmoins, pour les personnes qui vont donc du coup subir cette situation, c'est beaucoup moins agréable. Donc du coup, pour ça, la Banque de France s'est dit, si on revoyait notre manière de calculer le taux d'usure. Alors je te rassure, il n'y aura pas de formule usuraire, vraiment pas du tout dans cette vidéo. Il y a un calcul qui est beaucoup plus simple. Au lieu de passer de manière trimestrielle, parce que c'est tous les trimestres, donc tous les 3 mois que la Banque de France revoyait son taux d'usure et donc l'augmenter petit à petit, et là ça va être tous les mois, à partir du début février jusqu'à juillet. D'accord? Ce n'est pas pour toute l'année. Donc là, c'est une phase test, de manière à voir si les banquiers ont plus d'agilité et de flexibilité pour pouvoir donc, du coup, continuer à accompagner les futurs acheteurs dans le cadre d'investissement immobilier. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en début de vidéo, je te dis qu'il ne faut surtout pas investir maintenant, tout de suite, pour la simple et bonne raison que ton dossier, et ça malheureusement tu ne peux pas le savoir jusqu'à que tu arrives au bout, peut être usuraire, en tout cas jusqu'à cette période-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, il suffit d'attendre un petit peu, donc non pas début février, mais plutôt début mars, pour pouvoir repartir à la charge avec une méthode de calcul qui va être beaucoup plus simple. Pourquoi je dis mars et non février? C'est pour la simple et bonne raison que ça démarre le 1er février. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir attendre début mars pour que le calcul soit fait par rapport au taux d'usure du mois de février. D'accord? C'est pour ça que je précise vraiment de commencer début février et non, début mars et non début février. Alors qu'est-ce que tu peux faire en attendant si tu n'as pas encore signé de compromis? Mais qu'est-ce que tu peux faire également si tu as déjà signé un compromis? Pour la première étape, pour le premier cas, c'est d'attendre début mars, mais tu peux continuer à chiner, aller voir les biens, commencer la négociation et essayer de t'intéresser à voir est-ce que ton banquier est au courant de cette information-là. Normalement, oui. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas de rentrer en contact avec moi. Les liens ils sont juste en dessous et on pourra en parler très simplement pendant 15 minutes et ça totalement gratuitement. Si tu as signé un compromis, et là, il y a une autre démarche à avoir. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de demander une prorogation de manière à mettre une pause sur la recherche du financement. Pourquoi demander une prorogation si tu viens de signer? C'est très simple. Si tu ne demandes pas de prorogation, tu auras perdu 30 jours. D'accord? Il va sûrement avoir un appel d'air de par cette nouvelle information parce que je ne suis pas le seul à la détenir. D'autres courtiers, d'autres banquiers le savent, d'autres investisseurs le savent également. Donc, ils vont passer à la charge à partir de cette période-là. N'oublie pas également que mars, si tu ne le sais pas, cycliquement, c'est la période des beaux jours où à ce moment-là, les ventes commencent à se faire ou en tout cas commencent à augmenter. Donc, avec toutes ces informations-là, tu risques d'avoir un appel d'air et donc avoir des délais beaucoup plus longs pour avoir ton financement. Pour demander une prorogation, c'est très simple. Et là, ça va être la dernière information que je vais te donner. C'est de te diriger vers ton agent immobilier ou bien vers ton notaire si tu as un notaire, bien sûr.
Et voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est la première de l'année et bien sûr d'une longue série. Alors première de l'année, je précise, non pas sur le terrain, mais du coup en interne. Et si elle t'a plu, tu la partages, comme je te l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Il faut que les conseils puissent te servir, mais puissent servir à d'autres personnes. Y mettre un like également et y mettre des commentaires si toutefois tu as d'autres questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mon ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.